La Sangaris. Cette force militaire française intervient en cas d'urgence sur des opérations de maintien de la paix. Dernière en date, la guerre civile en Centrafrique, une ancienne colonie française. Pour la première fois, une de nos équipes a été autorisée à suivre 3 missions de pacification de la Sangaris, à l'est, à l'ouest et au nord de ce vaste pays. La Centrafrique. Comme son nom l'indique, ce pays est un véritable carrefour situé au centre d'un continent. Un pays isolé, sous-développé, qui pourtant regorge de richesses dans ses sous-sols. À l'est, des mines de diamants qui ont fait la fortune et déclenché la folie d'un monarque, l'empereur Bokassa. Au nord, des réserves pétrolières très prometteuses. Fin 2012, tout bascule. La réélection du président Bozizé est contestée par les rebelles musulmans du Nord, à la frontière tchadienne. En s'unissant, ils forment une milice armée, les Séléka. Michel Djotodia, leur chef, organise un coup d'État, détrône l'ancien président et prend possession de Bangui, la capitale de Centrafrique. Arrivé au pouvoir, cette milice de Séléka est immédiatement équipée d'armes toutes neuves et se livre à des exactions et des pillages dans tout le pays. Une guerre civile est déclenchée. En face, le petit peuple de paysans et de villageois se mobilise. Ce sont les anti-Balaka, autoproclamés révolutionnaires. Armés de machettes, d'arcs, de fusils de chasse, ils se livrent à de véritables massacres. Bardés de gris-gris, ils se croient protégés des balles des mitraillettes AK des milices Séléka. D'où leur nom, les anti-Balaka. Servent les gris-gris que tu as ici? Bon, ça là, c'est pour protéger mon corps à cause des balles. Le 5 décembre 2013, la communauté internationale réagit enfin. Face à cette guerre civile sanglante, l'ONU autorise la France à se déployer sur tout le territoire de Centrafrique. Ce déploiement se fera avec la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. 3 jours plus tard, le 9 décembre 2013, les troupes françaises pénètrent dans le centre de Bangui, la capitale. Dans cette première phase de pacification, les combats feront rage. Bilan, 1 millier de chrétiens et 60 musulmans trouveront la mort. Séléka et anti-Balaka s'affrontent à la frontière de leur propre quartier. L'armée est chargée de désarmer en urgence les belligérants et de stopper les pillages. Les troupes d'intervention françaises sécurisent Bangui, quartier par quartier, et repoussent les milices Séléka à la périphérie de la capitale. Objectif atteint pour la mission Sangaris. C'est la 7e intervention militaire française depuis l'indépendance du pays en 1960. Au camp de base de l'armée française, 1600 hommes de la mission Sangaris sont aujourd'hui engagés à se déployer pour pacifier l'ensemble du territoire de Centrafrique. Depuis son arrivée, l'adjudant Gaëtan est chargé d'entrer en contact avec les petits chefs des milices anti-Balaka. C'est eux qui ont pris possession des points stratégiques de la capitale. Non, mais nous, c'est les Sangaris qui nous bloquent maintenant. C'est nous les Sangaris qui bloquons. Pourquoi on bloque? On bloque quoi? Désarmer le kilomètre 5, il y a encore une libre circulation dans ce pays. C'est quoi le kilomètre 5? Là où il y a les malfrats, là, les Arabes. Là. Les malfrats sont là, mais vous faites la patrouille de l'autre côté, mais les malfrats sont là-bas. Les malfrats, pour ce chrétien, ce sont les Séléka musulmans qui sont au bout de cette route, au kilomètre 5. Ils n'ont pas été désarmés,
et coupe l'accès d'une partie de la ville. Les anti-Balaka ne peuvent pas les déloger, car la mission Sangaris veille jour et nuit à pacifier la zone. Vous avez la capacité pour désarmer ce petit nombre-là. Ils sont que le médecin. À cause de nos richesses, vous êtes là depuis. Il faut désarmer les 5 kilos. C'est un truc de 2 jours. 2 jours seulement, je vous assure. Et vous allez faire comment 2 jours? Le jour, on rentre dans le kilomètre 5, on les chasse et puis c'est fini, on met la sécurité. Mais les chasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire les tuer? Les tuer comment? C'est ça, exactement. Même eux, ils nous tuent, on les laisse aussi, on peut les tuer. Ceux qui les malfrats, on les tue les Parce malfrats. que c'est pas en continuant les combats qu'on arrivera à apaiser les tensions, d'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas aller désarmer le kilomètre 5, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser faire, aller chasser, parce que sinon qu'est-ce que ça va faire? Au lieu d'amener la paix, ça va attiser les tensions, et il y aura après, dans le nord, la vengeance, les Séléka voudront se venger aussi et redescendre. Écoute mon supérieur, l'histoire de ceux qui sont dans le nord, je vous assure, même votre absence, nous les anti-Balaka, en tant que la force nouvelle, rien n'arrivera sans trafic. Voilà. Ça, on vous les assure. Et on le tient, nous, on va se battre, c'est chez nous. Le but, Fred, c'est justement qu'il n'y ait pas un génocide qui se passe sur les musulmans. Les anti-Balaka rendent responsables tous les musulmans de la ville de cette guerre civile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la population est affamée. Tous les commerces ont été désertés. Il n'y a plus rien à manger. Ironie de cette tragédie, le marché était tenu par les musulmans, qui ont fui leurs boutiques pour se réfugier derrière la frontière établie par les Séléka. La force Sangaris a été confiée au général Soriano. Sa mission est très claire. Pour faire simple sur la Centrafrique, il y a la problématique de la capitale, bien évidemment, qui est à la fois le centre politique, le centre administratif, le centre économique. Vous avez la problématique de l'Ouest, humanitaire et économique. Économique parce que, en fait, ce qui permet de relier la Centrafrique, ce pays enclavé, au reste du monde, c'est le corridor qui passe entre le Cameroun et qui rejoint Bangui et qui a fait l'objet de nombreux coupeurs de route. Une mission délicate et périlleuse, car la Sangaris va devoir établir en priorité la libre circulation des hommes et des biens sur l'ensemble de la Centrafrique. Parce que vous avez affaire à un pays qui est enclavé, qui n'a pas de débouché maritime, et que 80% des denrées alimentaires, de tout ce qui est logistique au niveau du pays, arrive par le Cameroun via Douala et doit être escorté sur cette route. Les forces aériennes et terrestres vont devoir sécuriser 1200 km de route et ainsi rétablir le commerce avec le Cameroun. C'est-à-dire qu'on va se déployer dans tous les points névralgiques du terrain qui permettent de commander le terrain. Vous avez des nœuds routiers, vous avez des villes symboles, vous avez des axes qui sont cruciaux, comme celui qui relie Bangui à la frontière camerounaise, pour pouvoir effectivement permettre au pays de pouvoir revivre et de vivre normalement. La mission Sangaris, très expérimentée sur cette terre d'Afrique, est venue en renfort de la MISCA, car elle sait qu'au détour d'un virage ou d'un carrefour, les milices Séléka ou anti-Balaka peuvent tirer à tout moment sur les convois. À l'arrivée des forces françaises, les milices anti-Balaka sortent de la brousse et cherchent l'affrontement. Elles ne souhaitent pas qu'on pénètre sur leur territoire et surtout qu'on les désarme avant les troupes Séléka qui, elles, contrôlent les villages. Dans cette reconquête vers l'ouest, le combat est inévitable. La force Sangaris se retrouve confrontée à une quarantaine de Séléka lourdement armés. En quelques heures, la zone est pacifiée. Quelques centaines de kilomètres plus loin, la ville de Boda. Ici, pas de combat, mais on découvre une population livrée à elle-même. Dans cette ville, il n'y a pas d'État. Il n'y a aucune structure qui fonctionne, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé. Bon, donc nous ramenons la sécurité. La priorité du général Soriano est maintenant de remettre en place les institutions municipales de Boda et surtout de tenter d'établir un dialogue entre factions opposées. Le commandant Daniel fait un débrief de la situation. Les gens sortent de la brousse, commencent à revenir dans Boda. Ils se rendent compte que
la sécurisation mise en place par Sangaris porte ses fruits. C'était difficile parce qu'il faut vraiment leur expliquer, il faut vraiment discuter avec eux très longuement parce qu'ils sont encore traumatisés. Je pense qu'on atteint un bon niveau de sécurisation et les gens reviennent. Les maisons qui ont été brûlées, qui ont été cassées, hier ou avant-hier, j'ai vu des gens commencer à reconstruire. Cette communauté chrétienne, elle peut être coupée en plusieurs parties. Tout d'abord, les chrétiens radicaux qui tiennent ce discours, rien tant que les musulmans sont encore présents. Ensuite, ceux qui suivent et qui disent la même chose parce qu'ils ont entendu le chef le dire. Et puis ceux qui ont peur et qui, au moindre bruit, repartent dans la brousse. Et il faut encore une semaine pour que tout le monde revienne et tout le monde prenne conscience que ça se passe bien. La communauté chrétienne, par rapport au quartier musulman, tout autour. Tout autour. Dès qu'un musulman sort dans le no man's land, il se fait tirer dessus. Vous avez des musulmans qui ont épousé des chrétiennes, qui ont des enfants chrétiens. Donc, ils se connaissent tous, ils sont tous de la même famille, mais ils peuvent plus se voir. La frange radicale des chrétiens est la faction la plus violente des anti-Balaka. C'est ce groupe que le général doit écouter en priorité et convaincre d'arrêter les hostilités. Nous souhaitons seulement le départ des musulmans et la MISCA. Et nous souhaitons être toujours avec les Sangaris. C'est notre décision. Nous sommes ici depuis 2 mois. On protège la population, toute la population, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne. Vous ne pouvez pas vous inscrire uniquement dans la logique du refus. Vous ne pouvez pas dire « je refuse les musulmans », « je refuse la MISCA ». La Centrafrique renvoie aujourd'hui dans le monde entier une image extrêmement négative. Quel est ce pays dans lequel une partie de sa population est rejetée par le reste du pays? Imaginez l'image que vous renvoyez. Parce qu'aujourd'hui, la Centrafrique est dans le chaos, la Centrafrique n'a pas d'argent, l'activité économique n'a pas repris, et la Centrafrique est dépendante des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds voudront donner de l'argent à la Centrafrique si cet argent va à toute la population centrafricaine. Le message que je vous fais passer et que je vous demande de relayer, il y va de l'avenir de Boda, mais au-delà de Boda, il y va de l'avenir de la Centrafrique. Comprenez-le bien. Mais vivre avec ceux-là, s'il vous plaît. Le général a été clair. Les aides financières internationales et la sécurité reviendront à Boda à la condition que chrétiens et musulmans vivent en paix. Boda est au bord de l'asphyxie. Le message a été entendu par les autorités du village, mais la population n'est pas du même avis. Bon, on a une réunion importante avec vos responsables, ils vous en parleront. Le général Soriano rassure la population. Il ne donnera pas d'informations sur les décisions prises par la Sangaris, mais annonce que le chef du village et les autorités religieuses chrétiennes vont les informer de la nouvelle situation. Voilà, bon courage. J'ai entendu vos responsables. Voilà, ils m'ont tout dit. Cette fois, le général et ses troupes se rendent dans le quartier musulman de Boda. Ils sont accueillis par le drapeau français et des références positives au passé colonial. Ce quartier est pris en otage par la population en majorité chrétienne de Boda. Ici, les habitants vivaient dans la peur. L'arrivée de la Sangaris est la garantie de leur survie. Je vais arriver. Oui, à la France. Dans la brousse, ils sont tous morts, avec leurs familles. Le maire désigne au général le dernier survivant d'une communauté de musulmans pourchassés par les anti-Balaka jusque dans la brousse. Il porte les traces de cette violence. Toute sa famille a été décimée. Moi, je comprends bien que vous êtes un peu enfermé dans votre quartier. Donc là, 2 choses. D'abord, nous, je viens de dire à la communauté chrétienne qu'il va falloir aussi qu'il y ait un geste qui soit fait. Après, vous avez aussi besoin d'aller au champ. Donc ça, il faudra le voir avec le commandant, de façon à ce que petit à petit,
peut-être on fasse une escorte. Moi, mon souci, c'est bien sûr la restauration de l'autorité de l'État et c'est faire en sorte que cette ville revive. Alors, je sais que de votre côté, il n'y a pas de souci, monsieur le maire. Je sais que vous, vous êtes prêt à faire ce geste. C'est un petit peu plus compliqué avec la communauté chrétienne. Mais je leur ai délivré ce message-là. Aujourd'hui, les anti-Balaka, ils sèment le trouble dans ce pays. Ils sèment le trouble à Bangui, ils sèment le trouble à Boda, ils sèment le trouble dans d'autres localités du pays. Et on va continuer à les combattre et à les désarmer. Et le commandant ici présent ne quitte pas Boda. Et son adjoint capitaine ne quitte pas Boda. C'est ça les doléances des musulmans qu'il a en train de demander. Bon, ça va, elles sont faciles les doléances. C'est facile. Bon, mais le commandant, il a une famille en France aussi, hein. Et il va pas pouvoir rester tout le temps ici. On va rester encore un peu. Et le commandant va rester encore un peu. Voilà. Ça vous convient ? Le problème de la Centrafrique, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème religieux. Le problème religieux a été utilisé par des politiques à des fins, là aussi, personnelles, en tant que levier, alors qu'il existe entre les communautés des antagonismes, ça c'est une réalité. Le facteur religieux est un des facteurs de cette crise que nous connaissons en Centrafrique, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. En tout état de cause, ce n'est pas le seul motif de crise dans ce pays. Cette crise, elle est politique, elle est économique, elle est humanitaire, elle est sécuritaire, elle est surtout d'absence d'autorité de l'État pour amener à la fois les populations à vivre ensemble, à les éduquer, à leur donner le minimum dont elles ont besoin. Première problématique sur la capitale, la deuxième, celle de l'ouest. La troisième problématique, c'est celle de l'est et du nord. On va s'y déployer à partir de demain. Retour à Bangui, la capitale de Centrafrique. Camp de la Sangaris. Dans le QG du groupe Scorpion se prépare une nouvelle mission, cette fois vers l'est. Progressivité, ça veut pas dire manque de la mission Ouara. On doit être ferme, déterminé, même si on agit. C'est dans l'est du pays, à Bria, que l'on trouve les plus beaux diamants d'Afrique. Depuis que la guerre civile a éclaté, des groupes armés sévissent autour des sites de production. Ces diamants maudits constituent un trésor de guerre très précieux pour alimenter les milices de toutes sortes. Nous n'allons pas dans l'Est pour s'emparer des mines ou pour avoir quelque action que ce soit sur ces ressources naturelles. C'est un enjeu majeur pour le gouvernement de transition, puisque c'est forcément une manne financière qui pour l'instant ne profite qu'à une partie du pays. On peut dire que pour les Séléka, Bria, c'est à la fois la banque et à la fois le coffre-fort. Eux, leur but, forcément, c'est d'avoir leur pays, l'Est centrafricain, avec les mines d'or et de diamants, et finalement de survivre avec ces ressources naturelles et surtout ne pas partager avec le pouvoir central. La mission que vous allez avoir à remplir consiste bien à permettre le retour de l'autorité de l'État. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie, encore et encore. Il n'y a pas d'entrave à la force. Lorsque vous arriverez, la loi, c'est vous. Ne laissez rien sans surveillance. Ne soyez pas naïfs. Au-delà des sourires, nos matériels représentent une vraie capacité opérationnelle, une vraie valeur marchande. Nous avons affaire à des groupes armés dont les réactions ne sont pas forcément toujours très rationnelles. Bonne mission à vous tous. Je vous remercie. Merci. Cette fois, la force Sangaris engage les grands moyens. 130 véhicules et 450 militaires. Cette opération du groupe Scorpion doit agir au plus vite. Des milices déjà informées seraient tentées d'attaquer le convoi. L'asphalte de la route
s'achève au kilomètre 200. Sur 24 000 km de réseau routier, seuls 450 km sont goudronnés en Centrafrique. Un handicap majeur à la sécurisation et au développement du pays. Jamais aucune force armée n'a été déployée dans cette région. À partir d'ici, même les convois humanitaires sont en danger. On part dormir à Sibut. À Sibut? Ouais. Parce qu'on ne peut pas marcher dans la nuit. Ok, d'accord. Pourquoi on ne peut pas marcher la nuit? Et tu sais bien, le pays n'est pas en sécurité. Ah ouais. Et pourquoi il n'y a pas de sécurité ici? Oui. Ok, d'accord. Pourquoi il n'y a pas de sécurité, monsieur? Il y a les balakas en route, non, les gens qui dérangent en route. Là. Ok, bon bah bonne route. Hein. Merci à vous également. Bonne journée. Ouais. Sur cette piste, les véhicules ne peuvent rouler qu'à 15 km/h, faisant des soldats français des cibles faciles pour les rebelles. L'enjeu de cette route de l'Est, puisqu'avec la saison des pluies, on va dire du 15 juin au 15 septembre, vous avez certaines portions de route qui sont totalement impraticables et en fait qui isolent totalement, de façon quasi insulaire, les populations et aussi nos hommes. À moyen terme, c'est de pouvoir construire une route qui permettrait de passer toute l'année entre Sibut et Grimari. Ce qui veut donc dire que ce sont des bandes armées qui ont fait régner la loi et qui font régner un semblant d'ordre, mais bien évidemment à des fins de prédation, tout simplement en se servant sur la population et en faisant travailler la population à leur profit. C'est la première fois que des véhicules militaires de la force française progressent sur cette piste et traversent les premiers villages sur la route de l'Ouest. Les villages ont été désertés par une population venue se poster en bord de piste pour acclamer les troupes françaises. Ce qu'on voit, c'est l'espoir que les rebelles vont être enfin chassés. Mais certains véhicules risquent d'être bloqués en amont. Donc on est élément de tête, on est un peloton à peu près d'une vingtaine de personnes, avec 2 véhicules de tête. Donc eux ils sont vraiment chargés de reconnaître l'axe, de voir les différents points, si tout passe pour tout le convoi, savoir si les camions peuvent passer, si les soutes d'essence peuvent passer, savoir si toute la loc peut suivre derrière. Même chose, savoir si la population est favorable, défavorable, voir s'il n'y a pas de barrage anti-balaka sur la zone. Il reste 104 km à parcourir avant d'arriver au village de Bambari. 8 heures de route avant de pouvoir établir la première base de la Sangaris. Là on est arrivé un petit peu tard. Le poste de commandement ne va pas dormir beaucoup cette nuit parce qu'il va préparer le coup suivant, c'est son travail. Le lendemain matin, sous les yeux inquiets de la population de Bambari, une trentaine de soldats de la mission Sangaris rejoint les hélicoptères. Cette troupe héliportée doit établir un poste avancé à 100 km de là, à Ipi. Cette ville est contrôlée par les troupes rebelles Seleka. C'est le dernier village avant Bria, la fameuse capitale du diamant. L'objectif de cette mission, repérer la présence d'éventuelles troupes Seleka et sécuriser la progression des troupes terrestres. Les troupes d'intervention de l'unité Scorpion ont été déposées à l'est du village de Ipi. Étrangement, elles ne rencontrent aucune opposition. Les Seleka qui ont repéré l'arrivée des troupes héliportées se sont repliés sur la ville d'Ipi. Ils sont invisibles.
3 heures plus tard, la force Sangaris arrive à Ipi. Elle ne rencontre, elle aussi, aucune résistance de la part des Séléka, qui pourtant contrôlent l'entrée du village. Et à Ipi, même scénario qu'à Boda. La population soulagée accueille la Sangaris. Moi, ce que j'ai constaté au niveau de la population, c'est une réaction de bienvenue. Globalement, la population est favorable à notre arrivée. Le lendemain matin, Ipi, camp de base de la Sangaris. Les stylos, je les ai. Le flingue, je les ai. Ce matin, le capitaine Grégory va se rendre à une réunion à l'hôtel de ville où il a convoqué le maire de Ipi. Allez, on est parti. Il va lui annoncer que sa mission est de pacifier la ville sans qu'il y ait de représailles de la part de la population sur les Séléka, qui jusqu'à l'arrivée des troupes françaises les tenaient en otage. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour monsieur le maire. Le travail de Sangaris aujourd'hui, et maintenant que la situation est stable dans la capitale et à l'ouest, l'opération Sangaris se déploie dans l'est dans le but d'appliquer les mesures de confiance. Il s'agit de désarmer. Seules les forces de la MISCA et seule la force Sangaris ne sont aujourd'hui autorisées à porter les armes. Merci beaucoup. Nous remercions beaucoup le président français d'avoir nous envoyé des militaires français pour nous aider. Monsieur le maire est très content de notre arrivée. Il sait que la situation dans le pays est délicate. Il craignait que ces problèmes ne se déplacent jusque chez lui. Donc il considère que nous sommes arrivés à temps. Mais le plus délicat maintenant est de convaincre les Séléka de déposer les armes. Alors le capitaine rejoint les rebelles qui sont postés à l'entrée du village. Leur pouvoir, ce sont ces mitraillettes qui menacent sans cesse la population depuis des semaines. Le capitaine Grégory va devoir agir avec diplomatie. Nous arrivons ici pour faire appliquer les mesures de confiance que le gouvernement de transition impose à travers le pays. Deux possibilités. Vous nous rendez vos armes, et vous restez là ou vous partez. Mais la première option, c'est de nous rendre vos armes, vos munitions, vos grenades, les treillis. Ou alors, vous acceptez le cantonnement, d'être cantonné, mais pas de mission, vous ne sortez pas avec de l'armement. Parce que plus tard, vous souhaitez intégrer les forces armées de la Centrafrique. Les Séléka ont bien compris que la proposition du capitaine est en fait un ultimatum. La tension est palpable. Ces hommes de l'ancienne armée du président Jotodia ont du mal à accepter de redevenir de simples civils. On a choisi qu'on sera en cantonné. Notre armée va rester avec nous. Il y a un dernier point, c'est de désarmer les enfants. Il a dit d'accord, ça ne pose pas de problème. Après plusieurs heures de négociations, les Séléka acceptent enfin d'être désarmés, à condition que leur sécurité soit garantie par les Français. L'emploi de la force, on sait faire. On pourrait le faire. Ce n'est pas ce qui est à faire, parce que le mode d'action doit être intelligent, souple et pédagogique. Ce que je vous demande en conduite à tenir pour ce matin, c'est d'avoir une attitude donc toujours dans l'esprit dissuasif, mais sans montrer les chicots, sans serrer les dents, d'accord ? Ce matin, les forces françaises sont chargées de marquer leur présence dans les quartiers de Ipi.
La Sangaris affiche son autorité sur tous les quartiers de la ville, sans exception, quartiers musulmans et chrétiens. Malgré les négociations de la veille, les Séléka patrouillent encore, mitraillettes en bandoulière. Capitaine, dans 10 jours, lorsque vous allez croiser ce type-là avec son arme, ça dépendra de la situation, mais probablement que non. C'est ce que je veux rechercher. La ville de Ipi accueille 15 000 habitants. 95% sont chrétiens. Ce matin, les forces françaises surveillent de près les checkpoints encore tenus par l'armée des Séléka musulmans. Lorsque tout à coup, un soldat français remarque un civil se faire lyncher derrière le checkpoint. On va border. 300. Ok, il y a un mec qui est là. Vous voyez ? Très rapidement, l'homme au bonnet rouge l'entraîne derrière un buisson pour le soustraire à la vue de la Sangaris. Il y a 5 minutes de ça, avant que je débarque de mes véhicules, il y a cette personne qui est allongée sur le côté. Actuellement, se trouve où cette personne? Il est là. Il est là. C'est un personnel de chez vous. C'est un personnel civil, de la région, c'est un personnel qui est dans vos rangs. C'est un élément qui est parmi nous. Il travaille. C'est un militaire parmi nous. C'est un militaire parmi vous? Oui. Est-ce que cette personne a besoin de soins? Pour les soins. Moi, j'aimerais voir cette personne pour lui apporter les premiers soins si nécessaire. Moi, je n'ai pas la certitude que ce soit. J'ai pas vu si c'était quelqu'un parmi vos rangs ou un personnel civil. Ça, c'est notre élément. Avant même dans l'armée, là, il y a les punitions. D'accord. Ça, c'est notre élément. Très bien. Il a volé notre chose. Il a fui. On va l'arrêter. Simplement pour vous faire savoir que j'ai pas eu visuel, j'ai vu un personnel simplement allongé. Ça, c'est notre élément d'ici. Il a volé. On va les taper. 11. Actuellement, ils sont en train de me montrer le personnel qui est en train de se faire lyncher. C'est un personnel d'une quinzaine d'années, voire un peu moins. Vous pouvez lui demander s'il souhaite qu'on lui fasse des premiers soins. Qu'on a le matériel nécessaire pour lui faire les premiers soins. Bon, vous voulez faire soin là, ici ou chez vous là-bas? Vous avez tout. C'est vous qui allez le soigner, c'est vous qui le frappez, c'est vous qui allez le soigner. C'est normal. C'est notre élément, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on le punit pour vous punissez et ensuite vous le soignez. Oui, c'est ça. Ça, on les ferait. Et là, ce que vous lui reprochez, c'est qu'il a déserté vos rangs, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a abandonné son poste. Je peux savoir son âge? 25 ans. 25 ans? Oui, 25 ans. Ici, 25 ans. Bien, je vais rendre compte à ma hiérarchie. Ok, merci. Merci. La personne actuellement est tremblante. Unité. Le jeune homme tremble sous le choc du lynchage, mais aussi parce qu'il sait que sa vie est en danger. Toujours dans le souci d'éviter un affrontement, les militaires français négocient patiemment jusqu'au coucher du soleil. Mais dans le noir, la tension monte. Tout peut arriver. Le capitaine Grégory est appelé en renfort de négociation. Mon colonel, je pense que c'est le moment de nous montrer votre bonne foi en me laissant emmener cet enfant pour que je le montre à un médecin. Le jeune homme repart dans un blindé de la Sangaris, mais il n'est toujours pas rassuré. Sixième jour de la mission de pacification de la Sangaris dans l'Est, en Centrafrique. Le jeune homme lynché par les Séléka la veille commence à expliquer son histoire. Ouais. Il m'a dit qu'il était soudanais et qu'il était venu ici en RCA. En fait, son travail avec les Séléka, ils l'ont rencontré ici, donc ils l'ont recruté un peu de force. Et donc il n'avait pas un travail précis, il était à la barrière là-bas au checkpoint et il devait ramasser l'argent pour eux. Et comme ils ne l'ont pas payé, lui, il a vu beaucoup d'argent et du coup il a voulu en avoir lui-même et partir, être libre. Et sauf que le truc c'est qu'ils l'ont attrapé et ils l'ont battu.
Je lui ai expliqué qu'on allait sûrement l'emmener à une ONG qui se trouvait à Bambari. Il m'a dit que même s'il était à Bambari, les Séléka allaient le retrouver. Et il a super peur. Il n'est pas en confiance ici. Il m'a dit à partir du moment où je suis venu avec vous, pour eux en fait c'est devenu un traître. Et du coup si jamais il le recroise, il m'a dit que sûrement pour lui ça serait fini. Donc il doit partir. Il n'a pas envie que l'ONG s'occupe de lui. Sauf que quand j'ai insisté, je lui ai dit que l'ONG allait juste le soigner et ensuite le ramener chez lui. Il m'a dit que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas vu ses parents. Ça fait 2 ans qu'il est ici. Il veut retravailler avec son père. Ce jeune Soudanais sera soigné, puis rapatrié dans son pays d'origine. La sécurité est assurée pour les 2 camps à Ipi. En présence des troupes Séléka et des autorités de la ville, le capitaine Grégory annonce cette fois officiellement le retour à la paix pour l'ensemble de la population. J'aurais envie de dire, ceux qui craignent qu'on jette le trouble peuvent être rassurés parce que nous voulons vraiment faire les choses doucement pour que tout le monde continue à faire sa vie, son marché, la journée et à dormir tranquille dans les rues de Ipi et dans ses foyers, dans ses maisons la nuit. Geste symbolique, les militaires Séléka de l'ancien gouvernement serrent la main des officiels de Ipi et se promettent une paix durable. Mission accomplie à Ipi. Quelques heures plus tard, en habile pédagogue, le capitaine Grégory a dessiné au sol la prochaine mission de la Sangaris. Cette fois, il faut sécuriser la ville de Bria. À mi-chemin entre Ipi et Bria, même procédé d'action. Cailloux, hélicoptères miniatures, rubans de plastique, bouchons blancs et bleus sont disposés de manière à imprimer dans l'esprit des soldats la géographie des objectifs à atteindre. Bria est à 100 km d'ici. Les Séléka y sont nombreux car ils ont quelque chose de précieux à protéger. L'accès à la zone des mines de diamants. D'après les dernières informations, la zone est très dangereuse. Notre caméraman est débarqué. Ces images ont été tournées par un militaire de la Sangaris. À peine entrés dans Bria, les bandes de Séléka tentent de repousser immédiatement les forces françaises. Au carré, il faut former un carré, on forme un carré. Aïe. On forme un carré, attention. On se retourne face à la population. Bergeret, fais face à la population. Les gars, allez, structurez, les gars. Amène le truc. Après les cailloux, ce sont les premiers coups de feu. Noir 10. Noir 10. Et les grenades. Noir 10, situation très délicate. Lancer de grenade sur ma position. Actuellement, un couvert. Actuellement, tir direct. Reçu. Viens. Chef, il y a un blessé? Ouais, on l'avait. Allez, s'il y a un Noir 10, je fais le tour. Je rencontre à l'issue poursuite des tirs à Eli sur mes positions. Reçu. Les blindés sont appelés en renfort. 150. Après le repli des forces françaises, les troupes Séléka se retirent au centre de Bria, prenant toute la population en otage. Sur ordre, si les tirs continuent, hit and go sur une position, on va essayer de préciser le terrain, d'accord, au maximum. Tire en l'air, les gars. Noir 10, tir de sommation par force adverse en l'air. Reçu. Il nous chauffe en fait. Notre action parfois a nécessité l'engagement de la force et de manière puissante, ciblée mais puissante. Le groupe armé qui n'a pas pu être raisonné a été neutralisé. Il y a eu effectivement des morts et des blessés. 48 heures plus tard, la Sangaris, appuyée par la MISCA, pacifie la ville de Bria. Pour le moment, c'est votre... Voilà. D'accord, ouais. Bonjour.
Ça va? Bonjour. Vous allez bien? C'est la première fois qu'il y a des troupes qui passent ici, là. Le colonel Dépouilly a fait passer le message au Séléka. La Sangaris n'est pas venue pour s'emparer des mines de diamants, mais bien de faire appliquer l'autorité du nouveau gouvernement de Centrafrique. À force de négociations, les Séléka déposent les armes. Juin 2014, troisième mission de la Sangaris en Centrafrique. Le colonel Dépouilly révèle le dessous des cartes de la mission Cutback, cette fois avec des boîtes de conserve. Les forces françaises vont se diriger au nord pour libérer la ville de Dekoa. La route du Nord est l'axe du commerce. Elle permet surtout d'accéder aux toutes nouvelles zones pétrolières. La Sangaris va quitter Sibut et parcourir une centaine de kilomètres de pistes pour atteindre Dekoa. Les Séléka se sont emparés de la ville en début 2013. Les anti-Balaka l'attaquent régulièrement et font régner la terreur dans toute la région. Sur cette route du Nord, tous les villages traversés par la Sangaris sont déserts. Les villageois persécutés par les Séléka et les anti-Balaka se sont enfuis dans la brousse. Avant de pénétrer à Dekoa, le colonel Dépouilly a pris contact avec le chef Séléka de la région. Il lui a donné rendez-vous au village de Gifa, un village vidé entièrement de ses habitants par les troupes Séléka. Le colonel Digoul est déjà sur place. Commandant Mustapha, très bien. Colonel Digoul, il y a eu beaucoup d'exactions. D'accord, là j'ai traversé des villages entièrement vides. Les gens, ici, se sont plaints d'exactions des ex-Séléka. Parce qu'il y a des ex-combattants, d'accord, peut-être que vous ne contrôlez pas, cela il va falloir y faire attention, qui sont venus de Dekoa et qui ont commis des exactions. Ils ont commis des exactions partout autour. Alors, il y a aussi des anti-Balaka sans doute qui ont commis des exactions, mais il y a des ex-Séléka qui ont commis des exactions, beaucoup. Une exaction, c'est quand on va agresser de la population civile, soit lui faire peur, soit pire, la blesser ou la tuer, voire incendier un village. Donc ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Moi, je viens à Dekoa et je viens voir le colonel, je le regarde droit dans les yeux pour faire cesser les exactions. Maintenant, il n'y aura plus d'exactions des ex-Séléka ici. Je viens arrêter ça. Ils disent que tout ce que vous dites, il prend ça. D'accord. Si maintenant vous voulez les désarmements ou quoi, il est prêt. D'accord. Voilà, on va y arriver. Très bien, tout ensemble. Merci. Impeccable. Ouais. Bon, mon colonel, à demain alors. Vous vous montrez cordiaux avec la population, le but c'est de rassurer tout le monde, c'est pas de leur faire peur, d'accord? Vous arrivez dans leur jardin, n'oubliez pas. En avant. Ouais, 13 visuel sur ton élément le plus à gauche, c'est bon pour moi. Le lendemain, les troupes Sangaris pénètrent dans Dekoa. Et à leur plus grande surprise, découvrent encore des maisons vides. Mais où est donc passée la population de Dekoa? En réalité, toute la population terrorisée s'est réfugiée à la mission catholique, au centre de la ville. Ça va? Bonjour, je suis le lieutenant Edouard. Merci. De Sangaris. Ça va, Barala Wali? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour père. Bonjour. Il n'y a pas de problème. C'est l'espoir pour nous, pour les déplacés, pour toute la population, afin qu'on puisse trouver un milieu de dialogue pour faire cesser les exactions et redonner la confiance à la population, dont la plupart est à la mission catholique, une autre partie est encore enfouie dans la brousse. Cela fait 2 ans que la population qui a fui les villages avoisinants survit tant bien que mal autour de l'église. Rassurés par l'arrivée des militaires français,
Joseph quitte pour la première fois depuis 2 ans la mission catholique. Et c'est la peur au ventre, accompagné de sa femme et de ses enfants, qu'il vient revoir sa maison dans son village. Est-ce que ce soir vous allez dormir dans votre maison? Pardon, la paix n'est pas encore en place. Vous avez encore peur? Oui. Ma maison là, le Seleka vient ici là, et puis on tue ma maison, et puis on fait 3 balles dans ma maison. Tu vois, notre habit là, c'est une. Le Seleka, on a vidé les maisons, tous. Le Seleka, il a ramassé tout. Même valise et puis machine. Tout le Seleka, on a ramassé tout. Je reste vide. Et Seleka m'a tué mon garçon. Oui. Les anti-Balaka aussi, ce n'est pas bon. Pire beaucoup. Les anti-Balaka devenir maintenant le Seleka aussi. Depuis le début des violences à Dekoa, une partie de la population s'était également dispersée dans la brousse. Les plus jeunes reviennent aujourd'hui en éclaireurs en direction de leur village. Nous sommes dans la brousse parce que les Seleka nous ont fait du mal. À cause de ça que nous sommes dans la brousse. Nous souffrons. Les enfants meurent, les femmes meurent aussi. Pas de bonne nourriture pour manger. Vous avez peur des Seleka ou également des anti-Balaka? Les deux. Anti-Balaka. Moi, de ma pensée, ils sont des révolutionnaires. L'anti-Balaka, leur objectif, ce que nous pensons, c'est pour combattre les Seleka, afin que nous trouvons la paix. Mais ils sont passés largement à côté. Vous connaissez les anti-Balaka qui vous ont pillé? Oui, nous les connaissons parce qu'ils sont nos frères du village. Mais vos frères vous pillent? Oui, ils nous ont rendu la vie très difficile. Et notre hutte champêtre, notre maison champêtre, ils ont tous brûlé. Même les enfants sous la hutte, ils ont brûlé la hutte avec les enfants. Les anti-Balaka censés protéger les populations contre l'armée des Seleka, les voici. Avec à leur tête ce jeune homme au béret rouge. La majorité d'entre eux sont des adolescents, déscolarisés et vivant en bande armée. Au début du conflit, ils passaient aux yeux de la population pour des Robins des Bois. Mais leur protection a vite tourné au cauchemar. Ils sont rapidement devenus des vulgaires pilleurs et des assassins, se croyant invincibles grâce à leur gris-gris. À quoi servent les gris-gris que tu as ici? Bon, ça là, ça puisse travailler de puissance en allant d'attaquer là. Cette chose là, les clés là, je le ferme. S'il a commencé de le tirer, l'arme ne fait quelque chose. Tu t'es battu avec le coupe-coupe? Bien sûr. Oui. Tu as tué des Seleka? Bien sûr. Beaucoup? Voilà, beaucoup. C'est pas pour compter. On ne peut plus compter. La Sangaris a réuni aujourd'hui cette milice d'anti-Balaka dans le village de Cotonaf pour négocier à nouveau un désarmement général. Cette décision n'a pu être rendue possible qu'à la condition qu'en face, les Seleka soient également désarmés. Ce sont des enfants qui déposent des centaines de machettes, mais aussi des fusils à un coup. Des fusils déguisés en mitraillettes, avec un faux chargeur sculpté dans le bois pour impressionner leurs ennemis Seleka. Puis des arcs, des massues et des piques. Ce trésor de guerre hétéroclite et artisanal est divisé en 2 tas. À droite, les fameux gris-gris de toutes les couleurs, qui protègent leurs possesseurs contre les balles des mitraillettes de type AK-47, d'où le nom des antiballes AK. Le désarmement se fait dans le calme.
Les anti-Balaka sont persuadés que leurs ennemis les Séléka ont eux aussi été désarmés. Tous, sans exception. On a saisi que les Séléka sont désarmés. C'est pourquoi nous aussi volontairement, on a permis de venir vous rendre nos armes. Capitaine. Le colonel Depouy vient féliciter le chef de sa décision. Mais une information dans son discours va déclencher la colère des anti-Balaka. Les ex-Séléka, ils ont le droit simplement à 3 personnes armées. Les anti-Balaka se sentent trahis. Hors de question que leur ennemi possède une seule arme. Car maintenant, ils sont sans défense. On les a dupés, ils ont restitué les armes et maintenant on vient dire que les Séléka doivent encore détenir les armes, ils n'ont plus de problème, ils vont sortir et ils vont se rendre à Dekwa. Même s'il faut mourir pour ce pays, ils iront. Les Séléka qui sont à la barrière vont les tuer et puis point bas, donc ils n'ont plus d'autres alternatives. Alors, moi je vais les rassurer tout de suite, écoutez-moi, moi je serai à la barrière. Vous me verrez, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter il n'est pas question que l'un d'entre vous meure. Et c'est pour ça que je suis venu, d'accord? Je suis venu pour vous protéger. Mais les mots du colonel ne suffisent pas à calmer la colère des anti-Balaka. Ce désarmement, c'était pour eux l'espoir de rentrer chez eux à Dekoa après 2 ans d'exil dans la brousse. Alors ils partent en direction de Dekoa pour affronter leur ennemi. Mais la milice fait rapidement demi-tour. Les anti-Balaka les plus âgés savent très bien que face aux mitraillettes des Séléka, ils vont droit au massacre. Le gendarme, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler aux 2 responsables, juste les 2 responsables? Le colonel en profite pour isoler les chefs et relancer le dialogue. Ce qu'ils veulent, c'est de rentrer sur Dekwa. Même s'il faut les tuer, ils préfèrent ça que d'être dupés. Aujourd'hui, je ne vous ai pas dupé, d'accord? Donc il faut qu'on y aille petit à petit. C'est pas parfait tout de suite, d'accord? Mais hier, c'était encore moins bien. Laissez-moi un peu de temps. Encore, de manière à ce que je sois sûr que lorsque la population revient, elle soit correctement accueillie à Dekoa. Ils donnent 2 jours aux Sangaris, à la Miska, de faire déguerpir les Séléka sur les barrières. Alors ce qu'il faut, c'est pas qu'on se donne des ultimatums entre nous, d'accord? Parce que si on commence à parler avec des conditions, et si jamais tu fais pas ça dans 2 jours, je te fais la guerre, on va pas y arriver, d'accord? Parce que sinon on va continuer la guerre, tout le temps, d'accord? On va éviter la guerre, d'accord? Donc on va trouver ensemble des solutions. Moi ce que je veux, c'est éviter la guerre. Sans armes, les anti-Balaka n'ont pas d'autre choix que de suivre les consignes du colonel. Je me suis dit que s'il n'avait pas compris ce que je disais, on allait au conflit, et tout ça c'est la vie d'homme. C'est des risques évidemment pour eux, qui ne se rendent pas compte dans quoi ils s'engagent, et c'est la vie de mes hommes. Vous connaissez entre vous. Vous savez que cette 3e mission Sangari s'achève. La région est pacifiée. Les populations reviennent en masse sur la ville de Dekoa. Mais cette paix sera-t-elle durable dans un pays où la soif de vengeance est sans cesse alimentée par la pauvreté et l'instabilité des pouvoirs en place? Depuis la fin de ce tournage, la force Sangaris a tenu ses promesses, en maintenant sa mission de pacification sur le terrain, sous l'autorité de l'ONU et en coopération avec le gouvernement transitoire de Centrafrique. Mais le passé colonial de Centrafrique est toujours là, dans le cœur des habitants. Ce qu'on vous demande, vous êtes notre pays colonisateur. Oh, non, c'est fini ça, c'est fini. Oui, non, c'est pas fini, c'est une réalité. Il y a des accords et autres. On va faire amis. Non, pas amis, il faut qu'on soit réaliste. Ouais. Hein? Ils vont vous intervenir, même des États ne pourront jamais intervenir en Centrafrique sans l'accord de la France. Parce que la France est notre partenaire privilégié. Ne nous abandonnez pas. On ne va pas vous abandonner.